Salut! Aujourd'hui, on va décortiquer le langage qui fait vraiment tourner l'intelligence artificielle moderne. Et non, je ne parle pas d'un langage de programmation comme Python. Je parle de quelque chose de beaucoup plus fondamental, la façon dont les données sont structurées et comprises par les machines. On va parler des scalaires, des vecteurs et des tenseurs. Ce sont en quelque sorte les véritables briques de construction de l'IA. Eh bien, la réponse à cette question, elle est assez fascinante. Et elle se trouve au cœur des mathématiques. En fait, tout ce qu'on perçoit, une image, une onde sonore, un mot, doit être traduit en nombres pour qu'un modèle d'IA puisse s'en saisir. Et comme on va le voir, la manière dont ces nombres sont organisés, c'est absolument crucial. Alors, voici le plan d'attaque. On va commencer par la base, la nature numérique des données. Ensuite, on définira nos termes clés avant d'aller voir de plus près comment fonctionnent les tenseurs. On regardera des exemples très concrets, puis on abordera une question théorique assez passionnante sur la puissance des réseaux profonds, avant de finir avec les points essentiels à retenir. C'est parti. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à bien comprendre, c'est que les modèles d'IA ne voient pas le monde comme nous. Pour une intelligence artificielle, une photo de chat, ce n'est pas un animal mignon ou poilu. Non, c'est une immense grille de nombres qui représente des pixels. Et ça, c'est vraiment le point fondamental. Un simple nombre, ça ne suffit pas toujours. C'est la relation entre ces nombres, leur arrangement dans une structure bien précise, qui donne du sens aux données pour une machine. Et c'est justement cette structure qui nous amène à notre définition de base. Bon, passons maintenant aux définitions pour voir comment tout ça s'emboîte. C'est vraiment en comprenant ces blocs de construction que le reste va devenir beaucoup plus clair. On va commencer par le plus simple et monter petit à petit en complexité. On commence par le plus simple du simple, un scalaire. C'est quoi? Eh bien c'est juste un nombre. Un seul. 23 degrés, 150 pixels, 99 €. C'est une information unique, sans dimension. Dans le monde des tenseurs, on dirait que c'est un tenseur d'ordre 0. C'est notre point de départ. Maintenant, si on prend plusieurs de ces scalaires et qu'on les aligne dans une liste bien ordonnée, on obtient un vecteur. Pensez aux prévisions de température pour la semaine, la valeur pour lundi, puis celle pour mardi, puis mercredi. L'ordre ici est super important. C'est un tableau à une seule dimension, ou ce qu'on appelle un tenseur d'ordre 1. Et voilà le concept qui vient unifier tout ça. Un tenseur, c'est une généralisation qui peut avoir, en théorie, n'importe quel nombre de dimensions. Reprenons. Un scalaire, c'est un tenseur de dimension 0. Un vecteur, c'est un tenseur de dimension 1. Une grille de nombres, comme un tableau Excel, c'est une matrice, autrement dit un tenseur de dimension 2. Et on peut continuer comme ça, 3, 4, 5 dimensions. C'est cet outil-là qui permet de représenter des données incroyablement complexes, comme des vidéos ou des données d'imagerie médicale. Ce tableau, il résume parfaitement cette progression. Un scalaire, c'est un point. Un vecteur, c'est une ligne de points. Et une matrice, c'est une grille de points. Par exemple, les prévisions pour Paris, Lyon et Marseille sur toute la semaine. Chaque niveau ajoute une nouvelle dimension d'information. C'est assez intuitif finalement. Ok, maintenant qu'on a les définitions, une question très pratique se pose. Comment on fait des calculs avec ces objets? On ne peut pas juste additionner ou multiplier des tenseurs de n'importe quelle forme et espérer que ça marche. Non, il y a des règles du jeu. Et voilà le problème. Si on va additionner les prévisions météo pour Paris et Lyon sur la semaine, c'est facile. Les deux vecteurs ont la même taille, tout va bien. Mais imaginez qu'on veuille ajouter une correction de température unique, disons plus 2 degrés, à toutes les prévisions. On se retrouve avec un vecteur et un scalaire. Leurs formes ne correspondent pas du tout. Alors on fait comment? La solution est vraiment astucieuse. Ça s'appelle le broadcasting. C'est un mécanisme qui permet à des frameworks comme PyTorch de faire des opérations sur des tenseurs de formes différentes. L'idée, c'est qu'il va intelligemment dupliquer les données du plus petit tenseur pour qu'il corresponde à la forme du plus grand, mais attention, il le fait virtuellement sans utiliser de mémoire en plus. C'est ça qui le rend si efficace. Alors, comment ça marche en pratique? Plutôt que de simplement lire les règles, prenons un petit exemple. Imaginons qu'on veuille additionner un vecteur de taille 3 à une matrice de taille 2 x 3. Le système aligne les formes par la fin. On a donc 2, 3 et 3. En partant de la droite, on compare. La dernière dimension, c'est 3 pour les deux. Parfait, c'est égal. On passe à la dimension suivante. La matrice a une dimension de taille 2, mais le vecteur, lui, n'en a pas à cet endroit. Et ça, c'est une des conditions autorisées. Du coup, le vecteur va être étiré ou broadcasté pour s'appliquer à chaque ligne de la matrice. C'est cet ensemble de règles très précises qui garantit que les opérations ont un sens et qu'elles sont efficaces. Bon, assez de théorie pour l'instant. Voyons comment ces tenseurs sont réellement utilisés pour représenter les données que les modèles d'IA croisent tous les jours. Prenons un exemple qu'on connaît tous. Une image. Pour une machine, une image, c'est une grille de pixels. Mais une image en couleur, en réalité, c'est 3 grilles superposées. Une pour l'intensité du rouge, une pour le vert et une pour le bleu. On a donc un tenseur à 3 dimensions, parfait. La première pour les canaux de couleurs, de taille 3,
la deuxième pour la hauteur en pixels et la troisième pour la largeur. Et voilà, on a une représentation numérique complète de ce que nos yeux perçoivent. Sauf que les modèles d'IA sont bien plus efficaces quand ils traitent plusieurs exemples en même temps. C'est ce qu'on appelle un batch ou un lot. Si on n'a qu'une seule image de forme 3, 226, 226, on doit quand même la présenter au modèle comme si elle faisait partie d'un lot. Une opération très simple comme unsize va ajouter une nouvelle dimension de taille 1 au tout début, ce qui donne une forme de 1, 3, 226, 226. Le modèle comprend alors qu'il a affaire à un lot qui ne contient qu'une seule image. C'est une manipulation de tenseur hyper courante et essentielle en pratique. C'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. On va maintenant faire le lien entre ces structures de données et une question fondamentale en deep learning. Pourquoi est-ce que les réseaux de neurones profonds, ceux avec plein de couches, sont si incroyablement puissants? Imaginez le tenseur absolument gigantesque qui représente toutes les connexions possibles dans un réseau de neurones. Eh bien, la façon dont on peut factoriser ou décomposer ce grand tenseur en une multiplication de parties plus petites est mathématiquement analogue à la conception de l'architecture d'un réseau. Et comme on va le voir, certaines décompositions sont bien plus puissantes que d'autres. Ce tableau est crucial pour comprendre. Un réseau peu profond, ce qu'on appelle shallow, c'est analogue à une décomposition assez simple, la décomposition CP, qui représente le tenseur comme une simple somme de ses composants de base. C'est efficace pour des relations simples. Par contre, un réseau profond, deep, ça correspond à une décomposition hiérarchique. Il décompose le tenseur en couches, où chaque couche s'appuie sur la précédente. Cette structure en cascade lui permet de capturer des relations beaucoup plus complexes et surtout, de manière exponentiellement plus efficace. Et cette citation d'un papier d'aide-recherche le dit mieux que personne. En gros, pour presque toutes les fonctions complexes qu'un réseau profond peut modéliser facilement, il faudra un réseau peu profond d'une taille exponentiellement plus grande pour faire la même chose. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un avantage d'efficacité qui change complètement la donne. Très bien, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête? En résumé, premièrement, les tenseurs sont le langage de l'IA, c'est la base de tout. Deuxièmement, le broadcasting, c'est la grammaire qui rend ce langage flexible et efficace. Et enfin, le point le plus profond, c'est que la structure de nos modèles d'IA les plus puissants reflète directement la manière la plus efficace de décomposer ces tenseurs. C'est ça qui nous donne une explication mathématique de pourquoi la profondeur est si puissante. Et tout ça, ça nous amène à une question pour le futur. Les tenseurs sont incroyablement puissants, c'est un fait, mais le monde réel est encore plus complexe. Pour modéliser des réseaux sociaux, des structures de molécules, des systèmes dynamiques, les graphes et d'autres structures pourraient bien devenir le prochain langage fondamental de l'IA. C'est une question ouverte, et c'est ce qui va guider une bonne partie de la recherche pour les années à venir.